Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast, le podcast numéro 1 sur le monde des affaires au Québec. Hubert Côté, votre animateur, accompagné d'Audrey Etu, ma co-animatrice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est celui du financement dans le contexte de l'achat d'une entreprise. Pourquoi c'est un sujet d'actualité? On vit un sommet historique de transfert d'entreprise en ce moment. L'enjeu global, c'est le cash, right? C'est le financement. Même, comme on le sait, quand tu achètes une maison ou un triplex, tu le finances auprès des banques. C'est la même chose quand on achète une business. Que tu veuilles démarrer une entreprise, une start-up, tu as besoin de capital. Quand tu en achètes une, c'est la même chose. Puis aujourd'hui, on va adresser le sujet, comment bien comprendre le financement, puis surtout savoir qu'est-ce qu'on peut financer, puis aller chercher un levier. Audrey, tu passes beaucoup de temps avec nos clients chez Live Capital. On accompagne les gens de A à Z dans leur processus d'achat d'entreprise. Quel genre de questions tu reçois par rapport au financement? Je sais qu'on en a parlé juste avant le podcast. C'est quoi les questions que les gens ont par rapport au financement? Oui. Justement, là, on est dans une vague là-dessus dans les dernières semaines. Puis la question qui revient souvent, c'est qu'on m'envoie, mettons, des états financiers dans le but de l'évaluer. Puis il y a plusieurs types d'états financiers. Fait que je pense que de voir quel état financier, mettons, est finançable, quels qu'ils sont pas. Puis quand une personne vient nous voir, qu'elle ressent qu'elle a eu un bon fit avec le vendeur de l'entreprise, puis qu'elle dit « Hey, le vendeur, il n'y en a pas d'état financier. Je fais quoi? » Ça, c'est une situation qui revient souvent. Fait quoi? Je pense qu'on peut y aller avec ça en premier. Absolument. Je pense que si on zoome out et on regarde ça à 10 000 pieds dans les airs, si tu écoutes le podcast, tu te demandes « OK, j'ai peut-être pas 1 million dans mon compte de banque, mais j'ai une idée où j'aimerais ça acheter une business. » Il y a 3 façons de voir les choses. Right? Tu peux utiliser ton propre capital, celle d'investisseur, right? Fait que moi-même, j'ai investi dans des startups ou dans des entreprises, right? On achète des entreprises. Puis, tu peux utiliser les banques, right? Qui sont RBC, Desjardins, toutes les banques que vous connaissez pour financer ton startup ou ta business. Dans le contexte d'une business qui est déjà existante, ce qui est intéressant, c'est que tu as accès à ce qu'on appelle des prêts cash flow. Right? Un prêt cash flow, c'est essentiellement la banque ou l'investisseur comme moi qui va regarder les chiffres de ton entreprise. Les chiffres sont où? Sont dans un état financier. Right? Dans cet état financier-là, ça dit exactement combien ta business génère, c'est quoi tes dépenses, puis tu fais combien de profits. Puis un prêt de cash flow, ce que c'est qu'on regarde les profits que la business génère historiquement, puis on se dit, check. Basé sur le cash que la business génère après les dépenses, on le sait que, exemple, si tu as 200 000 à la fin de ton année dans ta business, on s'entend que si tu as un prêt de 100 000, clairement, l'année prochaine, tu vas être capable de rembourser ce prêt-là. Ouais. Fait que c'est basé là-dessus. Puis, c'est comme ça que tu peux avoir un levier financier de plus pour réinvestir dans ta business ou d'investir ailleurs pour justement grossir ton parc immobilier ou avoir des nouveaux appareils pour ta business, grossir ton équipe, etc. Fait que ça, c'est la thèse générale. Évidemment, quand tu n'as pas de cash flow et que tu veux avoir une startup, il existe des programmes, comme par exemple, dans l'œil du dragon, c'en est un que vous connaissez tous, que tu peux aller pitcher et recevoir de l'argent. Il existe aussi des concours de pitch, comme par exemple avec Desjardins, etc. Je travaille sur un projet aussi qui va pouvoir faciliter ça pour les business en démarrage. Puis, également, il existe des subventions. Right? Fait que tout dépendant, vous êtes où là, au Québec, vous pouvez aller toujours dans votre, ce qu'on appelle SADC. Fait que chaque municipalité a comme une espèce de centre de service. Puis dans ces centres de services-là, il existe des programmes puis des subventions que vous pouvez aller chercher 10 000, 20 000, 50 000 pour démarrer votre business ou améliorer votre entreprise existante si elle génère un peu de revenus, mais qu'exemple, tu as besoin de 10 000 ou de 20 000 pour mettre un nouveau site web, un CRM, il y a des chèques qui se font comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est du free money, entre guillemets. Tu n'as pas nécessairement besoin de rembourser. C'est vraiment pour t'aider à grossir. Fait que ça, c'est ça pour le niveau startup. Puis pour l'investisseur accrédité, puis c'est ça. Sans rentrer trop dans les détails, mais après ça, tu peux essayer d'aller raise du capital, ce qu'on appelle du VC money, là, fait que du venture capital. Je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que de toute façon, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse, puis c'est comme un autre monde à part entière. Là, c'est
exemple, là, le classique, là, compagnies technologiques comme, mettons, Facebook, etc., qui ont utilisé du venture capital pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Excessivement risqué puis très, très difficile. Là, c'est, je pense, le niveau de business le plus difficile ever. Fait que je pense que d'avoir une première victoire en dessous de sa ceinture en démarrant ou en rachetant une business, c'est vraiment le best. Là, de se stabiliser aussi en premier. Là. Exact. Puis la réalité, c'est que avec $1 million, tu peux vraiment faire plusieurs choses dans ta vie. Je crois pas vraiment à la théorie de comme faut que tu aies une compagnie qui fasse des milliards là, nécessairement. On s'entend comme avec assez de profit, je pense que tu peux te rendre très loin dans la vie. Puis après ça, si tu veux aim plus loin, ben so be it. Fait que, bref, pour revenir à ta question spécifiquement, fait que dans un contexte de rachat de business, right, comme on le sait, tu peux soit démarrer ta business ou l'acheter. La beauté de la chose quand tu l'achètes, c'est que tu as un levier financier que tu peux avoir accès, qui est le fameux prêt cash flow. Donc, tu achètes une business à partir de ses profits. Même si tu en as déjà une qui est existante, tu peux en racheter une autre pour la faire grossir ou à l'inverse, au lieu de démarrer, trouver un produit, trouver une équipe, trouver un nom, trouver un réel besoin puis y répondre, ben, tu as déjà tout ça dans une boîte sur l'étagère qui t'attend, qui est une business à vendre. Oui, absolument. Bref. Fait que pour les états financiers puis ce que les banques vont demander pour financer ton deal. Right? Fait qu'exemple, tu dis, OK, gars d'Uber, j'aime la vision d'acheter une business, tu as bien raison, c'est bien moins compliqué que d'en démarrer une. J'ai trouvé une entreprise à vendre. J'ai tapé entreprise à vendre sur Google, je suis allé sur un site, sur Centris par exemple, j'ai trouvé une business. Good. Comment financer ça puis qu'est-ce qui est finançable? La première chose à savoir, c'est que il y a des industries, right? Puis là, je vais prendre une autre parenthèse, mais je vais revenir à ta question. Il existe des industries que les banques aiment beaucoup puis qui sont facilement finançables. Right? Pourquoi je parle des banques? Parce que les investisseurs accrédités, exemple comme moi, vont penser un peu comme les banques. T'sais, souvent, si vous n'avez pas l'approbation des banques pour une transaction, ça va être très difficile de trouver un investisseur. Pourquoi? Ben parce que les investisseurs pensent un petit peu comme une banque puis ils veulent voir que la business est profitable. T'sais, c'est rare les gens qui vont vouloir embarquer dans un projet qui perd 200 000 $ par mois. Là. Ben c'est ça, c'est un super bon point. Là. Je donne un peu de jus à ta parenthèse, là, mais ça, c'est comme une pensée à déconstruire. Là. Des fois, des gens ils disent « Ah, ben c'est pas grave, si ça passe pas à la banque, je vais aller chercher un investisseur. » Mais comme au contraire, l'investisseur, il va encore moins te passer de l'argent souvent parce que c'est comme si les investisseurs sont pas là à juste cracher l'argent puis faire « Ah oui, il n'y a pas de problème. » Il y a une analyse qui est faite en amont. Il faut convaincre l'investisseur de te prêter de l'argent. Il faut que lui, ça soit comme quand même sécuritaire puis un bon investissement. Là. Fait que c'est pas de quoi de... C'est pas une option facile de « Ah, si la banque me dit non, je vais aller voir un investisseur. » Exactement. Juste une petite parenthèse à ta parenthèse. Exactement. Puis, c'est ça. Fait que par rapport aux banques, ben, quand on vient le temps de cogner aux portes aux banques puis de dire « Je vais acheter ce garage-là qui génère 1 million de revenus puis 300 000 de profit, mettons. » Ben, qu'est-ce qu'ils vont demander? Donc, la première chose qu'ils vont demander, c'est les états financiers. Fait que les états financiers, il existe 3 types d'états financiers. Fait que tu as vraiment les états financiers de base qui est comme juste le rapport QuickBooks. Là. Fait que c'est vraiment les états comptables, les avis au lecteur. C'est ça, les états maison, right? Ensuite de ça, tu as les avis au lecteur qui sont faits, exemple, par le cabinet comptable avec qui tu fais affaire, mais qui n'est pas nécessairement audité par une autre firme. Right? Puis ensuite de ça, le troisième, tu as comme la mission de compilation qui est un peu l'état financier que tu as fait, mais qui est stampé par un CPA puis qui a été vérifié. Fait en gros, puis peut-être que je me mélange à travers les noms, là, mais en gros, il existe toujours 3 stades d'état financier. Puis ce qu'ils vont demander au minimum, ben, c'est des états financiers qui ont été produits par un comptable, dans le fond, qui ne sont pas faits par le propriétaire. Fait que ça fait en sorte qu'il y a quand même une genre de vérification qui est faite. Puis, en gros, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est pas non plus de trop s'enfarger dans les lignes de tapis rendu là, parce que si la business va bien, elle a des chiffres, puis il y a un comptable, fort est à parier qu'ils ont quand même ces chiffres-là. Je sais que des fois, il y a un peu de tout aussi dans ce monde-là, puis c'est pas tout le monde qui garde leur comptabilité à jour. Mais si le propriétaire est réellement est motivé à vendre, puis qu'il n'y a pas les bons états financiers, il va payer pour que le comptable fasse la job. Ben c'est ça, c'est là le point, je pense, qui est super important d'apporter aujourd'hui, là, puis c'est
Autant pour peut-être conscientiser ceux qui veulent vendre leur entreprise, l'importance d'avoir un comptable pour faire tes états financiers. Parce qu'il y en a vraiment souvent qu'on arrive puis qu'on reçoit peut-être... Il y a toutes les étapes. Là. Autant qu'on peut recevoir comme des états financiers maison, qu'on peut se faire une idée sur l'analyse, mais d'aller faire une offre d'achat puis d'obtenir un financement, c'est un peu plus difficile parce que les banques sont plus réticentes à ça. Fait que, OK. Mais on peut se rendre autant à l'autre extrême que j'ai déjà reçu des factures, genre des reçus de j'ai vendu tant de, je dis n'importe quoi, là, je vends des planches de bois. Là. Puis j'en ai vendu tant, puis tiens, voici une facture avec des notes manuscrites. Là. Exact. Tu sais, c'est comme... C'est impossible de faire financer ça auprès d'une banque avec des petits reçus papier comme ça. Fait que, tu sais, autant de conscientiser les gens qui achètent, de vraiment demander les états financiers avec la comptabilité. Même si au pire, c'est des rapports maison, on est déjà plus en mesure de se faire une idée. Exact. Puis pour les vendeurs, tu sais, si vous voulez vendre votre entreprise, allez vous chercher un comptable là, ou faites des rapports ou faites, tu sais, QuickBooks, là, c'est en ligne, là. Exact. Fait que c'est pas plus compliqué. Puis juste de tenir ça à jour, ça fait que même pour un vendeur, tu vas obtenir une offre qui va être vraiment plus proche de ce que ça te tente d'avoir, là, parce que sinon, on pourra en parler des options après. Là. Mais ça, puis ta transaction va être vraiment plus smooth et organisée. Là, ça sera pas broche à foin, OK, je te donne ça sur un coin de table, mais là, justement, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qui se passe si la banque puis les investisseurs, ça marche pas. C'est impossible, tu peux pas vendre, c'est impossible, tu peux pas acheter. Exact. Fait que, la réponse, on s'entend qu'à ça, c'est oui et non, là, dans le sens que non, ça va être impossible d'aller obtenir un financement auprès d'une banque, mais l'option, ça va être de financer l'entreprise à 100% par le vendeur. Mais là, est-ce que le vendeur peut se le permettre? Est-ce que l'acheteur, c'est un risque? Toi, t'en penses quoi là-dessus? Bien, c'est sûr que dans tous les cas, même si l'entreprise est profitable ou non, le financement par le vendeur, c'est nécessaire. Ça va être surtout le pourcentage. Right? Fait que dans le cas où, mettons, la business n'a vraiment pas des bons chiffres puis qu'elle perd du cash, bien, tu sais, il y a toujours moyen de faire un deal. Par contre, il faut être conscient des risques. Right? Si tu achètes une business qui brûle 200 000 $ par année, la banque ne pourra pas embarquer parce qu'il se base sur le cash flow qu'elle génère. Fait que là, tu as un cash flow qui est négatif, fait que la banque, c'est un no-go. Ce qui te reste, c'est l'investisseur accrédité. Mais ça reste que l'investisseur va se dire il y a quand même beaucoup de risques, puis ça va être beaucoup de travail. Fait que le levier vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle le financement par le vendeur, fait qu'une balance de prix de vente. Fait que s'il expliqué, écoute, c'est pas finançable parce que ta business est déficitaire. Deuxièmement, c'est probablement un fardeau pour toi parce que tu perds de l'argent à chaque année. Puis troisièmement, c'est vraiment difficile de trouver des investisseurs. Fait que ce que je te propose, c'est vends-moi l'entreprise pour 1 franc symbolique, comme on dit. Fait que vends-moi l'entreprise pour $1 ou je vais te payer un montant X pour l'entreprise, puis je vais te payer à partir des profits qu'elle génère si elle en génère. Oui, c'est ça. Fait comme ça, j'assume une partie de la dette qui est déjà existante, puis je vais te payer à partir des profits futurs de l'entreprise s'il y en a. Fait que, évidemment, c'est important dans ces genres de mécaniques-là de ne pas mettre de caution personnelle. Parce que si tu dis, écoute, je m'engage à te payer tant, l'entreprise perd déjà de l'argent, puis en plus, je te le garantis personnellement, si l'entreprise, on doit la mettre en faillite, après ça, on se revire vers toi. Fait qu'il y a quand même des risques associés à ça. Évidemment, ça peut être un méga home run parce que le prix de cette transaction-là, tu fais juste souvent réassumer la dette. Fait qu'exemple que tu achètes une épicerie qui fait mettons 1 million de chiffre d'affaires, mais qu'elle en perd 100 000, mais qu'exemple, elle a je sais pas trop, elle a 300 000 de dette actuelle. Tu dis que je reprends le fardeau de cette dette-là, puis je m'occupe de redresser l'entreprise. Mais à the end of the day, c'est ça, c'est beaucoup de job. Si jamais vous voulez voir l'envers de la médaille ou quelqu'un qui l'a fait de façon un peu spectaculaire, c'est Bernard Tapie. Là, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais il y a un super bon documentaire sur Netflix à écouter pendant le temps des fêtes. C'est Bernard Tapie, un entrepreneur français des années 80-90. Il a repris plusieurs entreprises super connues, comme par exemple Adidas, qui faisait faillite à un certain point. Puis là-bas, c'est comme une pratique un peu plus connue, là, mais racheter une entreprise pour 1 franc symbolique, justement, avec 1 franc à l'époque. Mais c'est ça, fait que lui, en gros, il a acheté des business qui étaient sur le bord de la faillite
pour 1$. Puis sa technique, c'était entre autres licencier une grosse partie du staff, restructurer, etc. Puis après ça, faire revaloriser la business. Puis après ça, ben, c'est intéressant parce qu'il devient propriétaire d'Adidas. Oui. Fait que c'est nice, mais il y a c'est super intéressant. Puis il faut, là, c'est juste que pour, mettons, le commun des mortels, la seule affaire que je ferais comme un petit attention à ça, c'est que des situations comme ça, c'est vraiment réalisable, mais il faut qu'il y ait un lien entre la personne qui achète l'entreprise et l'entreprise elle-même. Là, ça peut pas être, moi, je vais acheter une entreprise que je connais pas, que j'ai pas de compétences là-dedans, que, tu sais, faut que, justement, ça soit de quoi que je m'y connais, que je sais comment restructurer ça, que j'ai de l'expérience, que, tu sais, c'est pas juste un... Ah oui, je vais la reprendre, anyway, c'est en faillite, puis je vais juste la remonter de même, tu sais, comme... Exact. C'est un des trucs les plus difficiles à faire. C'est ça, là, c'est un gros défi, là. Puis, tu sais, Bernard Tapie, je vous recommande chaudement la série parce que ben, c'est comme une série, c'est romancé, là, c'est vraiment bon. Là, c'est pas genre un documentaire boring, mais c'est comme vraiment comme une série Netflix, mais c'est vraiment sur sa vraie histoire. Puis, il a commencé, puis il y avait un magasin de télévision, là, tu sais. Super humble beginnings, j'ai hérité de rien, puis tu sais, tu vois que la complexité des business qu'il rachète augmente. Là, la première affaire qu'il a racheté, c'est pas Adidas, tu comprends? Il a racheté une petite imprimerie dans un village qui était sur le bord de la fête, qui a licencié, je pense, 20 ou 30 employés, puis bref, il a réussi à la redresser. Mais après, ce petit business-là racheté, il est allé un peu plus gros, puis il a fini par racheter Adidas. Tu comprends? Mais c'est un bon exemple, puis encore une fois, il n'y avait pas nécessairement d'expérience quand il a acheté une imprimerie, mais il avait de l'expérience dans la gestion. Right? Il était familier avec, exemple, la vente. Fait que, tu sais, c'est pas non plus d'avoir une expérience comme pointue. Tu sais, c'est pas parce que tu achètes une usine que tu dois absolument déjà avoir géré une usine. Mais si tu as appris quelque chose d'autre dans une job, comme tu l'as dit, ou est-ce que tu es bon en vente ou en recrutement, ben là, OK, ça, c'est une corde que tu as ajoutée à ton arc dans une autre vie que tu peux utiliser pour cette entreprise-là. Tu sais. Non, c'est ça. Absolument. Puis, tu sais, justement, là, j'ajouterais peut-être un petit point aussi de ce qu'on fait chez nous. Tu sais, quand que les gens viennent nous voir, tu sais, nous, notre mission, là, finalement, là, c'est d'accompagner les gens à acheter une entreprise qui génère du cash flow, que tu n'auras pas, justement, à faire cette restructuration-là. On s'entend, là. Parce que j'ai l'impression, puis corrige-moi, là, tu sais, je veux pas... ben corrige-moi, je vais juste y aller. Tu sais, faire une start-up, ça amène un lot de défis et c'est pourquoi ce qu'on fait, là, on s'entend. Là. Mais acheter une entreprise qui est déficitaire, c'est comme autant de l'autre défi qu'une start-up. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, avec Live, on va pas ou très, 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 très peu conseiller des entreprises déficitaires. Par contre, tu sais, ce qu'on dit, c'est si on est capable de minimiser le risque est que tu te fasses financer à 100% sans aucune caution personnelle, comme tu as dit, vas-y. Mais tu sais, nous, on peut pas se porter garant de ça. Et c'est pas parce que on vous aime pas, c'est pas parce qu'on veut pas que vous achetiez une entreprise, c'est parce que c'est justement, on tient à vous protéger. Puis qu'on veut accomplir aussi notre mission, c'est que vous achetez une entreprise qui est déjà positive, là, finalement. Absolument. Puis je pense que la parfaite analogie entre démarrer, acheter ou reprendre une business en faillite, c'est la suivante. Tu sais, tout le monde dans le but de faire de l'argent, là, évidemment. Tu sais, démarrer une business, c'est essentiellement, tu bâtis l'avion, puis tu connais l'exemple classique de tu sautes dans le vide, puis tu bâtis l'avion avec les pièces qui tombent à côté de toi, puis tu espères qu'avant de frapper le plancher, tu as bâti l'avion, puis que tu as le moteur. Right? Fait que ça, c'est vraiment le concept d'une startup. Ouais. Ensuite de ça, tu as racheté une entreprise en faillite. Tu es déjà en plein vol. Okay? Fait qu'il y a quelqu'un qui a bâti l'avion, il a réussi à partir. Puis là, tu es dans les airs, à 10 000 pieds dans les airs, puis tu as le moteur qui saute. Ouais. Puis là, tu es genre, OK, good, faut que je fasse un safe landing, ratterrir, remettre les pièces, puis redécoller. C'est ça. Acheter une business qui roule déjà, tu as quelqu'un qui a fait la chute, bâti l'avion et dans les airs à 10 000 pieds dans les airs. Puis dans le fond, lui, il s'éjecte avec un parachute, puis toi, tu reprends les rênes de l'avion. C'est ça. Dans les trois cas... Exact. 3 difficultés différentes, 3 scénarios différents, mais dans les 3 cas, est-ce que tu peux faire une erreur de vol puis frapper un mur, exemple une montagne? Absolument. Mais
dans le contexte de l'achat d'entreprise, ce qui est le fun, c'est qu'évidemment, tu reprends les rênes, tu reprends le volant de l'avion, ben ça se peut que tu n'es pas habitué à cette atmosphère-là, ça se peut qu'il y ait une chute, ça se peut que ça tourne un peu plus à gauche ou à droite par rapport à la direction où le vol s'en allait, mais on s'entend entre devoir assembler un avion en étant en chute libre ou être à 10 000 pieds dans les airs puis avoir un moteur qui saute. On s'entend, ça amène un lot de défi qui est différent. Puis dans les 3 cas, il y a un risque, on peut se planter, c'est normal. Si t'es pas prêt à prendre de risque, il ne faut pas en affaire. Tu sais. Continue c'est ça, à faire ton emploi, là, c'est bien correct. Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est une belle analogie, une belle façon de voir les choses. Par rapport c'est aux vraiment 3 difficultés différentes, comme tu l'as dit. Fait que, tu sais, justement, là, pour ça, on s'entend qu'il y en a qui ont plus de risques que d'autres. Puis, tu sais, si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, là, on est super accessible pour répondre à vos questions puis vous aider. Mais on va toujours vous conseiller dans le but de diminuer les risques le plus possible. Exact. Fait que c'est pas justement pour aller à l'encontre de ce que les gens veulent. Fait que même chose pour les... tu sais, ça m'a fait penser là, aux gens qui viennent nous voir pour acheter une entreprise. Puis des fois, ils ont des bons fits côté personne, côté reprenariat, mais c'est des lignes personnelles. Fait que c'est comme des entreprises qu'il n'y a pas d'incorporation, il y a pas c'est ça, c'est travailleur autonome, il n'y a aucun état financier. Ça, c'est vraiment, là, c'est à peine s'il y a des factures, là, ils se sont marqués des affaires sur des bouts de papier des fois. Là. Comme on va vraiment dans l'extrême. Fait que autant, tu sais, je me répète, mais autant de conscientiser les gens qui veulent acheter que les gens qui veulent vendre. Le fait de le faire, ben pas comme il faut, là, mais tu comprends le mot que je veux dire. Là, le standardiser, là, si on veut. Ça va aider tout le monde pour la transaction. Puis l'investisseur, autant que le vendeur, va être gagnant là-dedans, c'est sûr. Absolument, absolument. Puis en terminant par rapport au financement, tu sais, dans le fond, un coup que tu as les états financiers, après ça, ben, il s'agit, évidemment, nous, c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on accompagne, mais si vous le faites par vous-même, fait qu'un coup, vous avez une offre d'achat de signée, vous demandez, avant même, on a les états financiers, on fait l'offre d'achat, on a une offre d'achat. Ensuite de ça, aux banques, on va présenter les états financiers, fait qu'un des 3 niveaux. Idéalement, au minimum, les avis au lecteur des 3 dernières années. On envoie notre plan d'affaires, notre bilan, l'offre d'achat signée. Puis après ça, on reçoit des offres des banques. On négocie les meilleures conditions possibles. Puis après ça, on reçoit le chèque pour faire l'acquisition. Tout simplement. Donc, c'est ce qui fait le tour. Puis aussi, autre industrie peut-être à faire attention, tout ce qui touche domaine hôtel, restauration, le jeu, tout ce qui touche évidemment, tout ce qui se rapproche du crime organisé. Ça va être très difficile à financer, mais les bars, etc. Mais pour honnêtement, toutes les autres industries, il s'agit de connaître la bonne banque puis d'avoir les bons contacts pour avoir le bon financement. Donc, tout se finance. Il s'agit de savoir à quelles conditions puis à quel prix. Absolument. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!